Le SPVM, hier, présentait son bilan annuel des statistiques de crimes pour l'année 2025. Le chef Fadi Daguerre est avec nous. Monsieur Daguerre, bonjour. Bon matin. Donc, c'était le bilan hier. Qu'est-ce qui vous frappe dans la façon dont le crime a évolué à Montréal l'année passée? Mais je vous dirais, en termes d'évolution, bon, premièrement, on est quand même dans les moins de crimes de violence, moins de fusillades, moins de tentatives de meurtre. Depuis 4 ans, la baisse continue, elle est constante. Moins 52, 53%, c'est quand même très positif. Par contre, ce que j'ai mentionné hier, j'ai tout de suite tourné vers les défis de 2026 et les prochaines années. J'ai mentionné la santé mentale, j'ai mentionné l'itinérance, 2 choses à part. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans l'itinérance, vous avez des problèmes de santé mentale nécessairement, ainsi que surtout les jeunes, les très jeunes. Il fut un temps où on parlait de jeunes de 17, 18 ans. Maintenant, on voit des jeunes qui sont des intermédiaires pour les contrats, pour les commanditaires, pour mettre un feu, faire des coups de feu, de 14 ans. Un jeune de 14 ans passe une commande à un autre jeune de 14 ans pour faire un acte criminel. Mais votre homologue de Longueuil, la semaine passée, était en studio pour parler là, de ce qui se passe autour de Polyvalente à Brossard. Oui. Et c'est ce qui se soulevait. Des jeunes qui sont de plus en plus impliqués. Il y avait des statistiques là-dessus. Et des jeunes adolescents, là, pas 16, 17 ans, mais plus comme 12, 13, 14. Qu'est-ce que vous avez comme statistiques sur les jeunes ados qui commettent des actes criminels? Bien, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau statistique, je pourrais vous dire que les actes d'extorsion ou de violence envers les commerces, disons que j'en ai environ une quarantaine, je vous donne un chiffre comme ça, c'est 25%. 25% de ces événements-là sont commis par des jeunes ados de 14, 15 ans, 13 ans. 25%. Et bon, c'est sûr que je commence à en parler de plus en plus parce qu'on le constate lorsqu'on rencontre ces jeunes-là, lorsqu'on les arrête, et on en arrête beaucoup d'entre eux. C'est d'une tristesse incroyable. Vous arrêtez un jeune de 13, 14 ans, oui, on est fiers de l'arrestation parce qu'il n'y aura pas des actes criminels, mais après ça, on le regarde puis on dit, mais comment on va agir avec ce jeune-là? C'est pas du tout le criminel notoire, le criminel classique. La porte d'entrée pour un jeune de 12, 13, 14 ans dans le monde du crime, c'est quoi? C'est le cellulaire. Médias sociaux. Ils se mettent là-dessus, puis ils reçoivent des contrats par des commanditaires. Ils ne savent même pas c'est qui le commanditaire. Et le commanditaire, il s'assure de donner un contrat, exemple, au chauffeur, un contrat à celui qui va mettre l'incendie, et, exemple, un contrat à une troisième personne qui a un rôle de guet. Puis les 3 ne se connaissent même pas. Ils se rencontrent à un tel endroit, ils s'assoient ensemble dans le véhicule, puis ils s'en vont à tel endroit, mais ils ne se connaissent même pas. Mais il faut qu'il sache, M. Daguerre, ce jeune de 12, 13, 14, où aller sur Internet pour être recruté comme ça. Oui, il y a des applications dans le dark web, il y a des applications où il peut avoir des rendez-vous et c'est extrêmement difficile. On est en vigie présentement. On a une escouade spécialisée qui est toujours... Je ne veux pas créer des nouvelles escouades, mais on a du monde qu'on est en train d'observer certains jeunes. Pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 semaines, on en a arrêté 5, 6, justement, qui sont allés à prendre des contrats dans les médias sociaux. On les a arrêtés juste avant les faits. Savez-vous quoi? Une fois qu'on les a arrêtés, le commanditaire a passé une commande à quelqu'un d'autre. 2 heures plus tard, l'incendie a eu lieu. Donc, on arrête du monde. Le problème, c'est qu'il y a d'autres commanditaires qui trouvent d'autres jeunes, des appâts, et ils les manipulent. Puis il y a des gros montants d'argent, hein, 1 000 à 2 000 $. Bien, quand vous avez 12, 13, 14 ans, c'est énorme. Là. Mais ce que les jeunes ne comprennent pas, je pense que vous l'avez vu dans les médias, certains jeunes ont mis un incendie dans un des commerces où ils se sont brûlés eux-mêmes. Oui. Et franchement, ils ne saisissent pas le danger dans lequel ils sont en train de se mettre. Je le souligne, c'est pas confiné au Québec, ce problème-là. En France, partout. Dans le bout de Marseille. Là, on voit exactement la même chose. Il y a des guerres de gangs et il y a des jeunes du même âge qui sont embauchés. Avez-vous, en regardant ailleurs, M. Daguerre, des pistes de solutions pour s'assurer que les jeunes, les ados, ne soient pas entraînés dans ces spirales criminelles? J'ai pas des solutions magiques. Par contre, ce qu'on constate chez les jeunes, ils ont 3 chocs présentement. Ils ont 3 cultures ou 3 valeurs qui se croisent. Les valeurs de la maison, les valeurs dans les endroits publics et les valeurs à l'école. Et ce jeune-là essaie de fitter et avoir une certaine, présence, que les gens le connaissent, le reconnaissent. Et là, il y a des chocs. Il y a vraiment des différences entre ce qui se passe à la maison, à l'école et à l'endroit public. Puisque je mentionnais tout récemment, j'en ai parlé avec la Ville de Montréal, il faudrait qu'on ait un sommet, un forum des partenaires clés
milieu de la santé, psychiatrie, policiers, d'autres partenaires, des enseignants d'école à l'automne pour qu'on puisse réfléchir, pas du moyen terme, mais sur le moyen long terme, pas sur du court terme. Et on peut continuer à faire des arrestations, puis on va en faire amplement. Mais c'est pas de même, je pense, qu'on doit vers notre société, cette jeunesse-là. Il faut qu'on travaille avec les partenaires afin, exemple, 9 ans. 10 ans, 11 ans, éviter que ce jeune-là, à 12, 13, 14 ans, ne tombe dans cette problématique. Je vais donner un dernier exemple rapidement. Depuis 2 ans, on a le projet collectif. On fait des arrestations clés sur des jeunes de 14-15 ans. Malheureusement, ils ont fait un acte. Les parents sont complètement traumatisés, ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Souvent, les parents avaient aucune idée. Aucune idée que leur ange gardien à la maison avait fait des coups de feu, avait tué quelqu'un ou avait tiré sur quelqu'un. Là, ce qu'on fait depuis 2 ans, on arrête la personne, ça c'est certain. Mais après ça, tout de suite, des policiers préventionnistes et des intervenants rentrent en lien avec les parents et surtout le petit frère, la petite sœur de 8 ans, 9 ans, 10 ans, afin qu'eux, on évite qu'ils prennent la même trajectoire de leur grand frère et leur grande sœur. Est-ce que vous parliez d'un sommet où on pourrait réunir toutes sortes de gens, d'experts, de parents? J'ai souvenir, il y a 2 ans, une manifestation dans un parc, je pense que c'était dans Saint-Michel, des parents d'origine maghrébine qui avaient dit, écoutez, nous, dans notre communauté, on a un problème particulier. Nos jeunes sont la cible de recruteurs comme ça. C'est toujours délicat, mais je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des communautés qui sont plus ciblées, plus vulnérables à ces spirales où des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans sont entraînés dans le crime? Premièrement, je suis allé rencontrer, dans cette période-là où les parents se sont soulevés, de la communauté maghrébine, je suis allé rencontrer 7 ou 8 des familles dont leur enfant est décédé ou emprisonné suite à des événements très violents. Puis effectivement, il y a un désarroi dans la communauté maghrébine par rapport à leurs enfants. Mais ce serait trop facile pour moi de dire le problème il se situe dans la communauté maghrébine. Je vais vous donner un exemple et je veux surtout, à l'inverse, ne pas faire du profilage d'une communauté plus qu'une autre parce que j'ai été victime moi-même, puis j'en ai fait du profilage. Le 11 septembre 2001, c'est intéressant parce que lorsqu'il est arrivé le 11 septembre 2001, les frontières ont mis 56 indicateurs, c'est quoi un terroriste? Puis savez-vous quoi? Les fouilles positives ont été de 14-15% et les fouilles négatives ont été de 85% parce qu'on est allé au look de la personne. On regardait au mauvais endroit. Exactement. Tandis que plus tard, on a eu 4 comportements. On a signalé juste 4 comportements, puis les fouilles positives ont été de 85%. Je comprends ce que vous dites. Puis c'est pour ça que je dis que c'est délicat. C'est très délicat. L'idée, c'est pas de dire, le problème, c'est cette communauté. Mais si il y a une communauté qui est surreprésentée, maghrébine ou autre, bien, on va savoir au moins où intervenir plus précisément. Mais c'est intéressant parce que peu importe la communauté qui va appartenir, depuis le collectif, depuis ces projets-là qu'on a mis en place, justement, on ne va pas à la pêche, on va à la chasse. On cible le target, on cible la personne, puis il appartient à la communauté maghrébine ou libanaise ou québécoise, peu importe. On va aller le chercher, lui ou elle. OK. Baisse de la violence armée, puis c'est pas banal, 52 %. Vous êtes venu ici, j'ai parlé avec vos prédécesseurs, là, pandémie, post-pandémie, c'était en augmentation. Les simples voies de fait aussi étaient en augmentation. Qu'est-ce qui se passe pour que ça baisse comme ça? Au niveau de la violence armée? Oui. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un travail collectif, c'est pas juste un travail policier, mais on a fait énormément d'arrestations clés, des arrestations même de gens qui donnaient des contrats pour ces meurtres-là. Vous savez, la grande enquête qu'on a présentement au niveau du SPVM, un tueur à gages qui s'est répandu, qui nous donne beaucoup d'informations. Silva. Mais ça, M. Silva, ça calme le jeu sur le terrain. Du coup, les gens savent qu'ils sont sur la corde raide, puis qu'ils vont se faire arrêter prochainement, puis c'est le cas. On en a arrêté plusieurs, puis c'est pas terminé. Donc, du coup, le monde se retient, font extrêmement attention de faire des meurtres ou des tentatives de meurtre dans la rue et se disent, on est les prochains à se faire arrêter. Itinérance. Oui. Vous en avez parlé hier, M. Daguerre, dans votre bilan de l'année 2025. Est-ce que les policiers ont tous les outils pour intervenir en itinérance? Et encore une fois, je sais que c'est délicat. Non, mais je vais être très, très franc. On n'a pas tous les outils. On n'a pas encore... la Ville de Montréal, pour être franc avec vous, investissent 30 millions au niveau d'itinérance. Ils ont ouvert 650 places durant les refuges, durant les grands froids. Chapeau. Mais j'ai dit récemment, il faut qu'on travaille encore plus fort, plus vite, plus loin, tous ensemble, parce que je n'ai pas tous les outils. À 2 heures du matin, mon policier a encore des enjeux de prendre quelqu'un qui est dans l'itinérance, le mettre dans le véhicule. C'est le seul répondant à 2 heures du matin. À 2 heures du matin. Donc,
qu'est-ce qu'on a mis récemment? On a eu un partenariat avec la psychiatrie, la faculté de médecine de l'Université de Montréal, exprès pour qu'ils travaillent avec nous sur le terrain. On n'a pas tous les outils, on forme nos policiers. Puis je veux juste mentionner une chose. Recruter, dans le recrutement, ça va très, très bien, mais presque 1000 recrues sont arrivées en 3 ans. Ce qu'on va aussi focuser dans les prochains mois, vous allez recevoir une invitation si vous voulez venir, c'est on va développer beaucoup plus la formation continue. Donc, nos policiers se font former au recrutement, mais 1000 sur 2500 patrouilleurs, c'est énorme comme nouvelle recrue. On veut s'assurer que pour les 30 prochaines années, il y a des formations continues pour ces policiers-là, aussi en santé mentale et en itinérance. Est-ce que c'est la fin des problèmes de recrutement au SPVM? Je ne sais pas si ça a fait parce que j'ai peur pour les prochaines années, au cas où on se fait prendre de court. Mais présentement, franchement, on n'a plus de problème de recrutement. Au contraire, on est presque au plein emploi. Et au niveau de la diversité, ce n'est pas juste des stats, c'est des talents qu'on a engagés, qu'on a recrutés. Au niveau des femmes, le recrutement à Montréal et surtout, une note quand je suis arrivé, c'était une catastrophe. On avait énormément de départs, de gens qui démissionnaient, moins 35% de démissions. C'est vraiment remarquable. Le recrutement va très, très bien. Monsieur Daguerre, merci beaucoup. Merci à vous. On aura l'occasion de se parler très bientôt. Bonne journée. C'était Fadi Daguerre.